Chapitre 1. Matin brumeux de la Seine et traces du passé. Le matin brumeux de Paris, s'élevant de la Seine, enveloppé d'un voile de brouillard la façade majestueuse du palais de justice. Un vent froid fait bruisser les branches des arbres centenaires qui bordent le fleuve, ajoutant à l'atmosphère tendue du procès qui s'annonce. Lorsque les lourdes portes en bois de la salle d'audience s'ouvrent, Jean-Pierre Dubois, seul et déterminé, se fraye un chemin à travers la foule. Jean-Pierre est un homme de 62 ans dont la vie a été caractérisée par l'honnêteté et le travail. Propriétaire d'un petit garage, il était connu et apprécié de tous les habitants du quartier. Cependant, au cours des 6 derniers mois, sa vie a complètement changé. Lorsque la maison de sa grand-mère Alma Calloway a été injustement saisie par une banque géante appelée Crédit Impérial, Jean-Pierre s'est retrouvé dans un monde qu'il n'avait jamais connu. Alma Calloway, 85 ans, est une femme qui a connu des guerres, des pertes et des épreuves tout au long de sa vie, mais qui est toujours restée debout. Sa maison n'était pas seulement un abri pour elle, mais aussi un refuge plein de souvenirs. Le Crédit Impérial veut saisir la maison en prétendant que la signature d'Alma est falsifiée. Jean-Pierre a cru jusqu'au bout à l'innocence de sa grand-mère. Alma disait toujours à Jean-Pierre « Mon fils, la balance de la justice est parfois lente, mais elle finit par peser la vérité. » Devant lui, Brice Moreau, avocat vedette d'un des cabinets les plus puissants de Paris. Brice porte toujours les costumes les plus chers, conduit les voitures les plus luxueuses et dîne dans les restaurants les plus exclusifs. Pour lui, cette affaire n'est qu'un travail, l'occasion d'une nouvelle victoire. Brice a un regard de mépris pour Jean-Pierre. Quelle chance à ce type, se dit-il. Chapitre 2. Le voyage des archives poussiéreuses à la salle d'audience. Pendant 6 mois, Jean-Pierre a parcouru les archives poussiéreuses, les bibliothèques juridiques et même les réseaux d'information souterrains de Paris. Il a travaillé tard tous les soirs pour rassembler les preuves. Il a découvert que la banque avait falsifié des documents, exploité des vides juridiques et même versé des pots de vin. Ce faisant, Jean-Pierre a appris à lire non seulement dans les documents, mais aussi dans l'âme des gens. À chaque pas dans la salle d'audience, la voix d'Alma résonne dans l'esprit de Jean-Pierre. « N'aie pas peur, mon fils, ne t'écarte pas de ce que tu sais être juste. » Ces mots lui ont donné de la force et l'ont poussé à continuer. En marchant dans les rues étroites de Paris, Jean-Pierre s'est rendu compte qu'il y avait une histoire dans chaque pierre du tissu historique de la ville. À l'approche du palais de justice, les palpitations de son cœur s'intensifient, mais sa détermination s'affermit. Chapitre 3. Tension dans la salle d'audience et témoins surprise. Un silence tendu règne dans la salle d'audience. Le juge Antoine Leclerc est un juge expérimenté et juste. Cependant, il est d'abord sceptique quant à l'absence d'avocat de Jean-Pierre. Dans son discours d'ouverture, Brice Moreau a qualifié les allégations de Jean-Pierre de sans fondement et de pas émotionnelles. Cet homme, votre honneur, sans formation juridique, ne peut pas comprendre une affaire aussi complexe, a déclaré Brice avec condescendance. C'est une perte de temps. Jean-Pierre, calme et déterminé, commence à présenter ses preuves. Fausses tacres aux signatures, documents manquants, témoignages douteux. Il explique minutieusement chaque détail. Le juge Leclerc l'écoute attentivement et prend des notes. En particulier, le témoignage de Linda Myers change complètement la donne. Employée du Crédit Impérial, Linda savait que la signature d'Alma Calloway était falsifiée. Mais elle avait trop peur pour parler. L'insistance et les remords de Jean-Pierre ont poussé Linda à dire la vérité. « Ils m'ont mis la pression », dit Linda d'une voix tremblante. « Je savais que la signature de Madame Calloway était falsifiée, mais je n'ai rien dit. » Les aveux de Linda ont choqué la salle d'audience. Brice Moreau ne sait plus où donner de la tête. Mais Jean-Pierre n'est pas au bout de ses surprises. Il fait comparaître un autre témoin, un ancien employé du Crédit Impérial qui connaît les agissements douteux de la banque. Il explique comment la banque a falsifié des documents, versé des pots de vin et même blanchi de l'argent. La banque, votre honneur, a déclaré le témoin, n'a pas seulement pris possession de la maison de Madame Calloway, mais aussi des maisons de nombreuses familles. Documents falsifiés, pots de vin, menaces, tout. Les aveux du témoin suscitent l'indignation dans la salle d'audience. Brice Moreau, trempé de sueur, ne sait que faire.
Le juge Leclerc fronce les sourcils, plongé dans ses réflexions. Dans la salle d'audience, Jean-Pierre représente non seulement une preuve, mais aussi un espoir. Il y a beaucoup de gens dans la foule, beaucoup de gens qui ont été lésés, qui demandent justice. Dans leurs yeux, on pouvait lire la confiance et l'espoir en Jean-Pierre. Jean-Pierre fait son dernier geste. « Votre honneur, dit-il, la voix tremblante mais résolue, il ne s'agit pas d'une simple affaire de ménage. Il s'agit de la justice elle-même. Cette banque a trompé des gens et ruiné leur vie. Nous devons mettre fin à cette injustice. » Brice Moreau se lève avec un dernier espoir. « Votre honneur, dit-il, la voix tremblante et désespérée. Les dépositions de ces témoins sont sans fondement. Ils ne cherchent qu'à se venger. » Le juge Leclerc jette à Brice un regard sévère. « Ça suffit, dit-il, sa voix résonnant dans la salle d'audience. Ce tribunal n'ignorera pas la vérité. Les injustices commises par cette banque seront dévoilées. » Chapitre 4. La lumière de la justice et de l'espoir résonne dans les rues de Paris. Chapitre 4. La lumière de la justice, l'espoir et le bilan dans les rues de Paris. Le juge Antoine Leclerc rompt le silence qui règne dans la salle d'audience en inspirant profondément. Ce tribunal constate que Madame Alma Calloway a été injustement privée de sa maison. La saisie est annulée et le bien est immédiatement restitué à Madame Calloway. Il est également ordonné que le Crédit impérial fasse l'objet d'une enquête. La salle d'audience applaudit à tout rompre, célébrant la victoire de Jean-Pierre. Jean-Pierre a sauvé la maison de sa grand-mère. Mais ce n'est pas seulement une victoire, c'est la preuve que la justice peut tenir même face aux puissants. Dans les yeux de Jean-Pierre, il n'y a pas que de la joie, il y a aussi les traces d'années de fatigue et de lutte. Brice Moreau quitte la salle d'audience comme un fantôme. L'arrogance des années de victoire a fait place à une profonde déception. Les avocats du Crédit impérial tentent de se remettre rapidement sur pied, élaborant des plans pour minimiser les dégâts. Mais la blessure infligée par Jean-Pierre n'est pas facile à guérir. Après le procès, alors que Jean-Pierre descend les marches du palais de justice, il s'arrête à la voix du juge Leclerc. « Monsieur Dubois, dit le juge, je m'excuse de vous avoir sous-estimé. Votre courage et votre persévérance ici aujourd'hui sont une source d'inspiration pour nous tous. C'est grâce à des gens comme vous que la balance de la justice reste équilibrée. » Jean-Pierre serre la main du juge et sourit. « Merci, monsieur le juge. La justice a été rendue, mais ce n'est qu'un début. Les injustices commises par le Crédit impérial doivent être sanctionnées. » En marchant dans les rues de Paris, Jean-Pierre pense à la lumière chaude qui entre par la fenêtre de la maison de sa grand-mère. Cette lumière symbolise non seulement un foyer, mais aussi l'espoir et la justice. Jusqu'à la fin de sa vie, Jean-Pierre continuera à rechercher la justice et à lutter contre l'injustice. Dans les rues de Paris, l'histoire de Jean-Pierre sera transmise et inspirera d'autres personnes dans leur quête de justice. Mais le combat de Jean-Pierre ne s'arrête pas là. Le Crédit impérial n'est pas resté silencieux après le procès. Les dirigeants de la banque ont tout fait pour faire taire Jean-Pierre et les témoins. Menaces, offres de pots de vin, voire accidents mystérieux. Le danger guette Jean-Pierre à chaque pas. Une nuit, alors que Jean-Pierre travaillait dans son garage, des hommes masqués sont entrés. Ils ont menacé Jean-Pierre, exigeant qu'il abandonne l'affaire. Jean-Pierre n'a pas eu peur. « Je ne renoncerai pas à la justice », a-t-il déclaré d'une voix déterminée. Les hommes ont battu Jean-Pierre et ont mis le feu au garage. Jean-Pierre est hospitalisé, blessé. La nouvelle se répand rapidement à Paris. Des personnes se rassemblent devant l'hôpital pour soutenir Jean-Pierre. Les injustices commises par le Crédit impérial sont désormais connues de tous. Après avoir quitté l'hôpital, Jean-Pierre poursuit son combat avec encore plus de détermination. Avec le soutien de l'opinion publique, un vaste mouvement de protestation contre le Crédit impérial se met en place. Les rues de Paris résonnent des slogans « Nous voulons la justice ». Finalement, les dirigeants du Crédit impérial sont traduits en justice. Ils ont dû rendre des comptes pour des années d'injustice. Le combat de Jean-Pierre n'a pas seulement sauvé la maison de sa grand-mère, il a aussi contribué à rétablir la justice. Dans les rues de Paris, l'histoire de Jean-Pierre est passée de bouche en bouche, inspirant ceux qui recherchent la justice. Jusqu'à la fin de sa vie,
Jean-Pierre continuera à rechercher la justice et à lutter contre l'injustice.